Bien, écoutez, mesdames et messieurs, je suis ravi d'être là ce soir devant vous, à un horaire tardif. J'espère que j'arriverai à maintenir votre attention après toutes les éminentes conférences que vous avez eues jusqu'à maintenant et je pense celles que vous aurez après. Et donc effectivement, à votre invitation, à l'invitation de votre association, on m'a invité à peut-être soit faire un pas de côté, ou en tout cas essayer peut-être de proposer un éclairage, l'éclairage du marin militaire que je suis, puis du sous-marinier aussi, je vous en dirai quelques mots. Donc 25 000 heures sous les mers, dans l'océan, donc m'ont donné peut-être une appréhension de ce qu'il peut être, de ces changements ou pas, ça on verra, je vous en dirai peut-être quelques mots, et essayer peut-être au-delà de toutes les approches scientifiques, et j'ai vu la liste des différentes conférences que vous avez eues et que vous aurez, qui sont je crois toutes remarquables. Certaines m'auraient bien intéressé, mon agenda ne me permet pas d'y aller, mais je pense que peut-être certaines choses que j'évoquerai là, avec probablement pas les qualités que les autres interlocuteurs prendront, vous feront probablement écho à ce que je pourrais vous dire ce soir. Et donc mon idée ce soir, c'est bien de vous donner une approche, je dirais, géopolitique. Voilà, regardez l'océan de ce point de vue géopolitique et bien entendu dans le contexte actuel qui est celui du changement climatique et de la disparition de la ressource, en tout cas la compétition pour les ressources, eh bien quels sont tous les impacts géopolitiques. Et vous avez posé la question, peut-on maîtriser, ou quel est l'impact des changements climatiques sur la maîtrise de l'océan? Je pense que depuis que les premiers stratèges navals se sont pensés sur la question de la maîtrise des océans, si vous avez lu Mahan ou Mackinder ou même Raoul Castex, qui était celui qui a le plus écrit en France sur ce sujet-là, la question de la maîtrise des océans, au sens de la puissance navale, est une question sur laquelle on pourrait s'exprimer longtemps. J'ai entendu parler d'un peu de philosophie là. Je pense qu'on pourrait s'exprimer longtemps. Et je n'ai pas la prétention de répondre à cela, mais en tout cas, essayer de réfléchir à qui maîtrise l'océan, comment on la maîtrise, et en quoi aujourd'hui les défis, notamment le défi climatique, peut avoir un impact. Alors, comme il m'a été demandé quand même, je vous refais un court rappel sur ma présentation. Qu'est-ce qui fait qu'ici, vous avez un officier de marine qui est présent devant vous ce soir, et qui est-il? Voilà, donc je suis amiral de Jorien, ça fait à peu près un petit peu plus de 30 ans que je suis dans la marine. Je suis rentré à l'École navale en 93. J'ai effectivement eu un parcours de sous-marinier, donc j'ai plus de 15 ans affectés sur les sous-marins nucléaires. Je suis dans une marine qui n'était pas encore complètement nucléaire, mais par quelques embarquements, je n'ai vraiment fait que mes affectations sur les sous-marins nucléaires. J'ai eu la chance de commander des sous-marins nucléaires d'attaque, le Casabianca à la Perle, et deux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE, de la dissuasion nucléaire, qui sont basés ici, à Brest, à l'île Longue. Et donc le Vigilant et le Triomphant. Puis j'ai aussi la chance de commander l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque, on va dire la base des sous-marins, de Toulon. Avant d'arriver ici à la base de défense de Brest-Lorient, donc comme adjoint du préfet maritime, j'ai aussi, je le mentionne parce que c'est intéressant dans l'éclairage que je pourrais vous donner sur certains éléments, eu l'opportunité de passer 3 ans au SGDSN, pour ceux qui connaissent le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, dans un poste éminemment intéressant pour le militaire que j'étais, qui est vous savez que parmi les responsabilités prérogatives du SGDSN, il y a celui d'assurer le secrétariat des conseils de défense et de sécurité nationale, et donc fonction qui est dévolue au secrétaire général, mais bien sûr, comme tous les secrétaires généraux, il a des brillants adjoints pour exercer le travail qui est celui qu'on lui confie. Et donc c'est moi qui prenais les notes et qui faisais les comptes rendus des conseils de défense, mais qui les préparait aussi. Et donc ça m'a donné l'opportunité pendant ces quelques années, en particulier en pleine période Covid, d'assister à comment notre État fonctionne, dysfonctionne peut-être, diront certains, dans un domaine notamment qui était celui de la crise Covid. Donc j'ai pu faire notamment 40 conseils de défense Covid et puis une cinquantaine de conseils de défense plutôt stratégiques. Voilà. Mais donc c'est vrai que ça complète pas mal ma vision de ces enjeux-là. Voilà. Et puis si vous voulez dans les questions, je pourrais revenir sur
qu'est-ce qu'on fait à Brest, qu'est-ce que la marine à Brest. J'ai prévu une petite planche en complément là-dessus et je n'ai pas prévu d'en parler maintenant, mais je pourrais bien sûr vous faire un focus ou un point d'application de tout ce que j'ai évoqué sur le théâtre atlantique et puis peut-être de manière beaucoup plus concrète, quelles sont les unités de la marine ici, qu'est-ce qui se passe dans ce château qui existe depuis plusieurs siècles et dans ses souterrains. Voilà, j'ai choisi de vous donner cette image-là, bien connue. Vous savez qu'on a l'habitude, et vous le savez bien, que la planète Terre, on pourrait plutôt l'appeler la planète mer. Elle est bleue, le bleu de la mer. Et puis vous voyez ce vert fluo qui représente, au travers d'une application bien connue de ceux qui aiment bien suivre les navires en temps réel, l'application Marine Traffic, l'ensemble des flux sur une année. Donc vous avez là, par densité, en fonction de la coloration plus ou moins intense du vert jusqu'au rouge, eh bien la densité des flux maritimes. Alors, et donc en fait cette carte, à la fois, elle nous montre ce bleu de la mer et bien sûr ce qu'est l'océan. Et quand on peut demander à un enfant, à un jeune, c'est quoi l'océan, c'est je pense d'abord cet espace dont on imagine qui permet la communication entre les espaces, entre même les pays, avant même de penser à des transports de marchandises. La mer, c'est à un moment donné, quand on la regarde, on se dit qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, comment je peux y aller, est-ce que je vais y aller. On aime bien, nous les marins, citer cette phrase de Socrate, qu'on attribue en tout cas à Socrate. Vous savez, on dit qu'il y a 3 catégories d'hommes, les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. Alors, ceux qui vont sur la mer, on ne sait pas s'ils sont morts, ils disparaissent à un moment donné, ils passent de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce sont les marins. Voilà. Et donc voilà, c'est cet océan stratégique que je vais essayer de décrypter, parce que bien sûr derrière cette image peut-être un peu idyllique d'un espace magnifique, d'un espace qui regorge de ressources, d'un espace qui permet les connexions avec les peuples, vous le savez bien que derrière cela il y a bien entendu des enjeux de puissance, dès qu'il y a des enjeux de connexion entre les peuples, dès qu'il y a des enjeux de transport de marchandises, dès qu'il y a des enjeux de ressources, eh bien il y a des enjeux de puissance qui se mettent derrière. Et là aussi, encore une petite citation qu'on aime bien et que le Centre d'études stratégiques de la marine reprend quasiment dans l'entête de chacune de ses publications. On aime à citer un navigateur britannique, Sir Walter Raleigh, qui disait « Qui commande la mer commande le commerce, qui commande le commerce dispose de la richesse du monde et en conséquence domine le monde lui-même ». Voilà, qui commande la mer, commande le monde, si on fait le raccourci. Alors évidemment, on peut gloser là-dessus. Je reviens à mon expression initiale sur la maîtrise des mers. Peut-on maîtriser les mers? Là, c'est une approche évidemment par le commerce, par la puissance maritime qui permet de dominer le commerce. Et on le sait bien, et c'est pour ça que c'est une citation britannique, « Britanny rules the waves ». L'Empire britannique repose et a reposé d'abord sur une puissance commerciale, coloniale, qui lui a permis à cette toute petite île de se déployer partout dans le monde. Voilà. Et bien entendu, la question qui m'est posée, c'est en quoi le changement climatique a des impacts là-dessus et quels vont-ils être? Et est-ce que ce changement climatique va avoir un impact sur, je dirais, ces tendances un peu séculaires de la puissance maritime qui s'expriment et qui s'expriment sur le fait de vouloir s'arroger des ressources, vouloir privilégier pour soi certains axes de communication. Et bien sûr, aujourd'hui, la question qui se pose d'un espace qui est probablement en danger et peut-être à protéger. Voilà, donc en quoi le changement climatique affecte tout ça? Je vais me proposer de l'aborder peut-être en 4 ou 5 points. Le premier point, quand même, je vais me permettre, puisque le micro m'est donné, de placer le cadre stratégique actuel. Et j'aimerais quand même revenir, il ne vous a pas échappé que le monde de turbulence dans lequel nous sommes, et peut-être parce que toutes les tendances géopolitiques stratégiques, qu'elles s'appliquent sur mer ou sur terre, eh bien, elles commencent déjà par un contexte un peu général. J'irai assez vite là-dessus, parce que vous êtes des gens suffisamment intéressés à ce qui se passe autour de vous pour en avoir les aspects, mais je voudrais peut-être vous donner la perception française au travers de la Revue nationale stratégique telle qu'elle a été publiée en juillet dernier. Si vous l'avez lu, eh bien, ce sera une redite. Si vous ne l'avez pas lu, je vous en donnerai peut-être envie de la lire. Voilà. Et puis après, pour aborder les enjeux géopolitiques maritimes de manière assez classique, je les aborderai sur ces 4 axes qui sont, à mon avis, les déterminants de cet espace géopolitique. Je pense que la mer, l'océan, cette planète bleue que l'on voit là, est un espace géopolitique par essence. C'est peut-être l'espace géopolitique sur lequel on pourrait le mieux décrire
ce qu'est la géopolitique. Vous savez qu'elle a été inventée il y a en gros un tout petit peu plus d'un siècle. Et je pense que la mer nous montre ce que c'est que cet espace géopolitique. Et donc on le verra bien sûr sur des aspects physiques, sur des aspects économiques, sur des aspects juridiques et bien sûr sur des aspects militaires. Et avec à chaque fois, j'essaierai de voir ce qui est ressorti des tendances longues de la géopolitique des océans, de la géopolitique des mers et de l'impact du changement climatique sur ces données-là. Voilà. Et puis je me permettrai en dernier lieu quand même de faire un petit focus sur la France, que sont nos espaces maritimes et comment ces grandes tendances du monde affectent nos espaces maritimes. Voilà. Petit point sur la revue nationale stratégique. L'idée, bien sûr, n'est pas de la détailler. L'idée n'est pas de détailler cette carte, mais j'espère pouvoir, à la fin de mon propos, eh bien que quand vous la re-regarderez, vous pourrez être capable de, entre guillemets, soit la commenter, soit d'y voir tout ce qu'il y a là. Donc je ne vais pas la commenter maintenant, mais j'espère que mon propos permettra d'éclairer l'entièreté de cette carte. Alors vous savez que cette revue nationale stratégique, vous savez que on fait moins de livres blancs, voilà. On fait des revues stratégiques, c'est réputé plus rapide. On travaille dans un cercle plus restreint, donc c'est effectivement le SGDSN qui a porté les 2 dernières revues stratégiques dans un monde qui change et qui change vite. L'idée n'est plus tant d'avoir un livre blanc qui va nous donner un état global du monde et sur lequel on va pouvoir décliner une loi de programmation militaire. L'idée est vraiment d'être au plan stratégique, de dire voilà, comment la France appréhende le monde tel qu'elle le voit, tel qu'il est, et comment la France, dans sa globalité, essaye de répondre à tous ces enjeux-là. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous la décrire, puisque ce n'est pas le propos, mais quand même rappeler 3 points extrêmement structurants qui président à l'appréciation stratégique du monde d'aujourd'hui. La première, c'est la remise en cause de l'ordre établi. Et en gros, la fin, on va dire, du droit international comme le mode normal de régulation internationale. Alors, nous, les nations occidentales, on souhaite que ça continue comme ça, mais la réalité, c'est que toutes les puissances, et notamment un certain nombre de puissances qu'on pourrait appeler des puissances révisionnistes, ou voire dictatures, contestent cet ordre-là. Et c'est la chose la principale, c'est que cet ordre qui était une évidence, qui était le mode normal de gestion des relations internationales, est vraiment contesté, et vous le savez bien, par notamment, bien sûr, la Russie, la Chine, avec, pour une part, et on pourrait en discuter longuement, des raisons qui peuvent s'apparaître comme objectives de leur part. Mais c'est cette contestation qui est très forte. Et pour les sujets, notamment climatiques, et de la manière dont on peut traiter des enjeux globaux, et il est évident que la contestation de cet ordre international intervient de plein fouet. La deuxième chose, et je pense qu'on l'a tous constaté, c'est ce que j'appellerais cette fracturation, voire cette fragilité même du bloc occidental qui est lui-même à l'origine de la définition de cet ordre international et qui n'est pas pour rien dans sa contestation aujourd'hui. Mais aujourd'hui, et là c'est une évidence, de voir à quel point les États-Unis peuvent perturber, nous étonner, voire nous abandonner. La partition n'est pas très lisible et donc effectivement ça contribue de cette fracturation du monde occidental et des attaques qu'il subit de l'extérieur par des gens qui contestent son rôle. Alors, de manière positive, on le voit bien, c'est une opportunité pour l'Europe qu'elle devra saisir pour affirmer son rôle stratégique. Mais avant que l'Europe, et vous le savez bien, soit un géant stratégique, il va peut-être se passer quelques étapes. Alors, c'est la deuxième chose extrêmement importante et qui peut rendre notre discours et notre positionnement assez difficilement audible. Et puis la dernière chose, et c'est bien l'enjeu en tout cas de votre association, c'est que dans ce contexte géopolitique extrêmement complexe, eh bien le monde est confronté à des défis absolument phénoménaux qui nécessiteraient une approche collective et que le contexte ne permet pas. Et bien entendu, en premier lieu arrive le défi climatique, mais également la question de la ressource. Puisque, vous le savez bien, et ce n'est pas vous que je l'apprends, que ce défi climatique, il est intimement lié à la question de la ressource, de son épuisement, de son remplacement. Et donc, la captation de la ressource va devenir l'un des enjeux peut-être majeurs d'un monde qui diverge. Voilà, alors c'est sûr que tout ça n'est pas très rassurant, mais c'est aussi l'objet de cette revue stratégique, c'est de poser ces choses-là.
et elle décrit après eh bien, la France, voilà, quelles sont les menaces. Donc je ne vous les décris pas, j'ai cité un certain nombre de pays, mais évidemment c'est ça qui fait dire au chef d'état-major des armées, mais aussi repris pour une part par le président de la République, que l'hypothèse d'un conflit majeur, alors en tout cas sur le sol européen, il est déjà en cours, mais aux frontières de l'Union européenne, n'est pas impossible, et que l'hypothèse d'engagement des forces armées dans un conflit majeur n'est pas une hypothèse qu'on peut imaginer comme lointaine. Et ça, cette prise de conscience est importante, et c'est aussi pour ça que je la dis là, parce que c'est important de voir que c'est une des tendances majeures de la géopolitique d'aujourd'hui. Alors voilà, regardons maintenant cette planète bleue, et là je vais peut-être vous décevoir, mais maintenant on va quitter un peu le bleu pour prendre des cartes. Je cite mes sources puisque je me suis permis d'extraire un certain nombre de ces cartes remarquablement faites par une publication qui a à peu près 4 ou 5 ans, qui s'appelle Géopolitique des océans dans la revue internationale. Et les cartes sont absolument remarquables et donc je me suis permis de les citer. Elles sont toutes cotées, citées. Voilà, forcément, je vous laisserai cette présentation. Il est clair qu'ayant récupéré ça sur Internet, c'est libre. Néanmoins, je cite ces sources. Je ne vais pas commenter, bien sûr, le détail de ces cartes. Elles me serviront d'appui, mais elles permettront d'aborder les différents sujets. Alors, continuons avec les situations. Vous savez que ce grand géopolitologue qui était Lacoste disait « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Donc, regardons cet espace, d'abord, maritime, par la géographie. Et bien sûr, l'espace géopolitique maritime, c'est d'abord, et je l'ai dit dans mon propos introductif, un espace d'échange et de flux. Alors, le monde maritime, c'est d'abord cet espace de flux. Et donc, vous avez là, qui vous apparaissent notamment dans les lignes bleues, eh bien, les principales artères, là, qui sont tracées au crayon, mais qui recoupent peu ou prou le vert fluo qui était donné tout à l'heure, les principales artères maritimes du transport maritime. Vous le savez, 90% du commerce mondial passe par voie de mer. Ce que l'on consomme, ce que l'on achète, et qui est pour beaucoup dans le coût et les bilans carbone, vient de l'autre bout de la planète. Et vous avez en rouge, donc je vais regarder si le pointeur marche bien, le pointeur, non, alors le truc n'est pas allumé, je vais peut-être l'allumer. On, voilà, je vais appuyer sur on, je pense que c'est pas mal. Et là, alors, le truc est allumé, le temps qu'il est vert, il est vert. Voilà. Donc vous avez ici l'ensemble des ports, vous savez, parmi les 10 premiers ports mondiaux, les 8 sont chinois. Donc ils sont tous là. Voilà. Donc tout ce qui est l'usine du monde est là. Voilà. Et ici, vous avez aussi tous les grands ports américains. Et puis bien sûr, pour l'Europe, c'est le couloir de la mer du Nord avec Rotterdam. Voilà les déterminants du point de départ et des points d'arrivée de l'ensemble des matières premières, alors de la principale des matières premières qui passent à travers le monde. Il est quand même frappant, hein, les chiffres nous disent qu'entre 1990 et aujourd'hui, le commerce maritime a été multiplié par 3. Donc ce n'est pas, enfin, quand on parle d'une tendance, si vous voulez, effectivement, les échanges maritimes, ils ont existé même depuis avant l'Empire romain. Pour autant, dans les 30 dernières années, cette accélération est phénoménale. Et quand on parle de mondialisation, qui commence largement avant les années 90, en fait, cette mondialisation, aujourd'hui, elle est complètement encore en cours. On a coutume de dire qu'elle n'existe plus, la mondialisation, parce que le monde a explosé, comme je l'ai dit, mais en fait, la réalité, c'est que la mondialisation, c'est une maritimisation. Le commerce se fait par voie de mer. Et donc, la manière de regarder les océans aujourd'hui, c'est d'abord ça qui transporte la richesse. Alors, les chiffres sont éloquents, hein, vous voyez, Malacca, 80 000 navires par an, Ouessant, 60 000, alors c'est pas mis sur la carte, mais ce qui fait à peu près 150 navires qui passent au large de la pointe de Bretagne par jour.
et qui sont tous chargés en matériel et en besoins qui servent à nourrir notre économie et notre système économique. 80% des approvisionnements pétroliers chinois passent par Malacca. Donc cette route-là, vous voyez, qui va, ici vous avez Hormuz, cette route-là, c'est la route des approvisionnements énergétiques et fossiles de la Chine. Et ça passe par Malacca. J'y reviendrai après sur d'autres aspects géopolitiques. Voilà, on pourrait dire énormément de choses là-dessus, il y a plein de données, et mon propos n'est pas de vous asséner de chiffres, mais voilà, de montrer que d'abord, cet espace d'échange, eh bien, il se caractérise par des ports, qui sont des lieux stratégiques par essence, dont pour l'Europe, je vous ai dit, c'est Rotterdam. Il passe par des flux, ces flux maritimes, et il passe, si maintenant on commence à en prendre une lecture stratégique, mais il passe par des endroits qui sont des endroits resserrés, qui sont des endroits de passage obligés. Et là, j'en reviens à ma notion de puissance maritime. Quand tout le trafic passe ici, par la mer Rouge et par le canal de Suez, le jour où le canal de Suez est bloqué, est fermé, et vous savez, c'est arrivé il y a quelques années, pour le coup, il était bloqué de manière non intentionnelle, mais n'empêche qu'il a été bloqué, et pendant plus d'un mois, tout le trafic a été dérouté. Mais vous savez bien que depuis l'attaque du 7 octobre, dont on a commémoré hier la survenue, eh bien, les Houthis, donc fraction qui est au Yémen, donc ici, là, eh bien, ont commencé à s'en prendre d'abord au trafic maritime international à destination d'Israël, mais de manière générale à quasiment l'ensemble du trafic international. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne a une mission navale avec des moyens parfois français pour accompagner les navires, dont vous savez qu'un certain nombre, pour le coup, ont été atteints, y compris des marins qui sont décédés. Voilà, donc ça c'est la lecture, je dirais, géopolitique. Maîtrise-t-on les détroits ? Maîtrise-t-on les détroits ? Qui maîtrise les détroits maîtrise le commerce et donc maîtrise la mer. Et vous savez que quand vous regardez historiquement les points d'ancrage britanniques à Gibraltar, à Suez, à tous ces endroits-là, vous retrouvez la puissance coloniale. Et quand vous regardez aujourd'hui les terminaux pétroliers chinois, les terminaux manufacturiers chinois qui s'établissent petit à petit, eh bien vous retrouvez la nouvelle route de la soie qui sont liées à ces routes maritimes, qui servent à la fois à la Chine pour s'approvisionner, vous l'avez vu essentiellement pour le pétrole, mais qui servent aussi bien sûr à écouler toutes les marchandises. Voilà, ça c'est la lecture, je dirais, géopolitique. J'y rajouterai une autre lecture, parce que là je vous ai parlé des flux normaux, mais on a aussi tous les flux illicites. Et ces flux-là n'apparaissent pas, mais vous avez des zones de piraterie, donc de brigandage, c'est un peu lié à ce que j'ai dit sur les Houthis, mais vous savez à peu près où, enfin si vous ne le savez pas, je vais vous le lire, où est produite la drogue, et en particulier la cocaïne, qui avant était, la cocaïne, je ne vais pas faire le marchand, mais c'était une drogue qui était éclusée essentiellement en Amérique du Nord. C'est devenu une industrie. Donc la production étant tellement bonne, étant tellement efficace, qu'il y a des surproductions. Le marché américain n'est pas suffisant pour écouler la drogue. Ça se vend bien, les prix baissent. Vous savez qu'avant, la cocaïne, c'était une drogue qui était très chère, donc était plutôt pour ceux qui avaient de l'argent, donc c'était souvent dans les milieux très très aisés. Aujourd'hui, c'est une drogue qui coûte pas cher et qui déferle sur l'Europe depuis une dizaine d'années. Et elle déferle sur l'Europe. Comment ? Elle arrive par voie maritime. Et donc, elle part alors du large du Brésil. Alors ici, ça nous arrive régulièrement, si vous lisez les communiqués de presse, d'avoir des saisies de drogue. Donc quand on dit la marine française a saisi 10 tonnes, c'est arrivé encore il y a 15 jours, je vois mes camarades du fond de la salle qui ont participé à ce type d'opération, c'est ici. Vous voyez ? On n'est pas au large des côtes françaises, mais et on est encore en grande difficulté pour cartographier l'ensemble des flux liés à cela. Voilà. Quand on parle de flux illicites, on
on parle aussi, je pense que vous en avez entendu parler, puisqu'on a été concerné ici très récemment par un bateau qui s'appelle le Bokharaï. Et donc quand on parle de flux illicite, eh bien on peut parler de la flotte fantôme russe, qui permet d'écouler par les voies maritimes qui sont celles-ci. Donc ça va plutôt vers l'Inde, l'ensemble des flux pétroliers issus de la Russie qui continue à écouler son pétrole avec à peu près la même régularité. Et donc là, on se retrouve dans un enjeu géopolitique. On connaît ces navires, est-ce qu'on intervient dessus ou pas? On pourra réaborder ce sujet lors de nos questions. Mais on a la même question de la maîtrise de la mer. Est-ce que j'empêche la centaine, les 150 bateaux russes, enfin identifiés comme faisant part, ils ne sont pas russes, ils ne sont pas pavillonnés russes, mais est-ce qu'on les empêche de circuler? Est-ce qu'on les bloque dans les détroits? Est-ce qu'on fait un blocus maritime des ports? Donc, on maîtrise les flux, on les connaît, on les maîtrise ou pas tous, mais comment on intervient? Ça, c'est les questions qui sont ouvertes, mais j'essaierai d'y répondre, mais c'est vraiment la question qui a toujours traversé la stratégie navale. Tenir les détroits, bloquer les ports. Alors, bien sûr, la question qui m'est posée, c'est et quid du changement climatique là-dessus, sur cette donnée-là, sur les flux. Alors, je crois que c'est une évidence, peut-être un sujet tarte à la crème, donc je l'évoque tout de suite, mais je pense que vous le connaissez, donc c'est la question, bien sûr, de la fonte des glaces, le passage du nord-est et le passage du nord-ouest. Est-ce que, demain, tout ce flux-là, au lieu de faire le tour ou de passer par là, il passera par là? Donc vous voyez cette carte, c'est un mix entre une projection dite stéréographique, c'est-à-dire depuis le pôle Nord, et une projection Mercator, c'est-à-dire centrée sur l'équateur. Donc c'est un mix entre les deux. Donc le pôle Nord est là, le détroit de Bering est ici. Et donc évidemment, là, il y a une élongation complètement artificielle. Ça ne donne pas la réalité en kilomètres et en nautique des miles parcourus, si vous voulez. Mais il est clair qu'en passant par là, pour aller, donc, en partant des ports chinois et en faisant tout le tour par là pour aller à Rotterdam, ou en faisant le tour par le nord, on gagne quasiment 20 à 30% en distance. Donc évidemment, la fonte des glaces, opportunité, évidemment, conséquences sur le dérèglement climatique, évidemment, mais opportunité pour le commerce mondial. Bon, vous le savez ou pas, et je crois que vous aurez des conférences là-dessus, cette réponse n'est pas si aisée que ça. De fait, la banquise disparaît, de fait, ça a un impact majeur sur le climat, mais toutes les projections, y compris les projections les plus alarmistes, ne nous disent pas que ces passages-là seront entièrement libérés des glaces toute l'année. La période de réduction des glaces va se réduire, donc va permettre un certain nombre de flux de passer, mais je ne dirais pas de manière suffisante, notamment pour que l'ensemble des énormes porte-containers que vous voyez là soient capables de passer par ici. Donc ça, c'est une question sur laquelle à peu près tout le monde est d'accord. Ça ne veut pas dire que d'autres flux ne pourront pas passer dans certaines périodes de l'année, mais ça ne veut pas dire que ça va être un changement majeur, et donc pour le trafic mondial. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais on y reviendra un peu après, c'est voilà, quel est l'enjeu géopolitique pour la Russie? L'enjeu géopolitique, c'est en fait, bien sûr, ici se retrouvent quand même de nombreuses ressources qui sont déjà exploitées, d'autres encore exploitées. Et donc c'est un enjeu majeur pour la Russie pour exploiter le pétrole. Et donc aujourd'hui, l'essentiel de ces routes sont plutôt utilisées par les pétroliers russes. Voilà, premier sujet, je l'ai abordé, on pourra le réaborder après si vous voulez. Deuxième sujet, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est moins développé dans la littérature, c'est la question du canal de Panama. Donc là, on retrouve sur un des détroits stratégiques que je n'ai pas cité. Vous voyez, Panama, c'est 13 000 navires par an, comparé là aux 80 000 à Malacca et aux 60 000 à Ouessant. C'est quand même conséquent. Et le canal de Suez, 19 000. Donc c'est quand même un point de passage stratégique, suffisamment stratégique, vous savez, pour que Donald Trump veuille le récupérer. Mais la question du changement climatique pour Panama, vous le savez, c'est l'assèchement. C'est un canal qui marche avec de l'eau douce, puisque en fait, il n'y a pas le même niveau des deux côtés de la mer, et donc c'est un ascenseur, en fait, le canal de Panama. Il y a 28 écluses, on monte et on redescend pour passer de l'autre côté sur un lac, donc c'est de l'eau douce. Et pour éviter de polluer le lac avec de l'eau salée, eh bien, toutes les écluses se font en eau douce, donc extrêmement dépendantes des pluies qui vont en se raréfiant. Donc, impact direct sur le tonnage des bateaux et le nombre d'éclusages par an.
Donc, pour le coup, impact direct sur les flux maritimes et donc effet d'éviction ou pas, notamment pour les ports américains. Voilà, donc ça, pour le coup, c'est un élément qui est peut-être moins connu, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qui est un élément peut-être plus prégnant que celui de l'Arctique. Voilà. Et puis après, bien entendu, la conséquence pour le coup du réchauffement climatique, vous le savez, c'est la fonte des glaces, donc l'augmentation du niveau des mers, et bien entendu, toutes ces installations portuaires vont être impactées au premier chef. Donc nos bases navales, c'est des sujets que l'on commence déjà à prendre en compte. C'est la base navale de Brest, on est déjà en train de remonter d'1 mètre nos quais, ça va prendre du temps. Mais je ne sais pas, pour le coup je ne saurais pas vous répondre, comment les différents opérateurs portuaires et ports dans le monde ils le prennent en compte forcément. Mais je ne vous ai pas sorti la carte de toutes les zones qui seraient recouvertes par les eaux, mais c'est un vrai enjeu quand on sait que, vous voyez, la concentration des ports. Voilà des éléments peut-être un peu concrets. J'avance un peu quand même, parce que les flux, il y a les flux, je vous ai parlé des flux matériels, mais je pense qu'il est quand même important de parler des flux immatériels. L'océan, c'est le lieu de passage de 90% de nos communications. Les communications satellites, c'est bon pour les films, c'est bon de temps en temps pour les gens qui sont au milieu du désert, mais l'essentiel de nos communications passe par des câbles sous-marins qui sont sous la mer. Premier câble posé 1850 entre Douvres et Calais. Aujourd'hui, on compte 426 câbles pour à peu près 400 000 km de réseau. Et alors la carte est peut-être moins explicite, mais ce qui est assez intéressant, c'est que cette carte, en fait, c'est quasiment la même que les flux physiques. Alors le câble, c'est du physique, mais les flux qui passent à l'intérieur sont quand même un tout petit peu plus immatériels. Et donc c'est quasiment la même. Et ce qui apparaît pleinement à l'écran, c'est que le nœud des câbles, ce sont les États-Unis. Alors là, pour le coup, c'est un aspect de puissance qui est complètement, enfin, qui a montré l'évolution de notre XXe siècle, de la puissance britannique vers la puissance américaine. Pourquoi ? Essentiellement pour des affaires, vous savez qu'un câble, c'est un temps en millisecondes pour des opérations boursières notamment, et donc tout ce qui permet les flux de gestion d'échange se passe et donc se décide aux États-Unis, dans les grandes places boursières, et donc les échanges avec les places boursières qui sont aussi en Europe et maintenant bien sûr de plus en plus en Asie, passent par ces câbles-là. Mais le centre nodal, c'est ici. Et derrière, quand on va derrière cette géopolitique, on regarde qui est capable de construire des câbles. Ça, on pourra revenir là-dessus, mais c'est un sujet éminemment stratégique. Parce que vous savez qu'un câble, ça coûte des milliards. Et donc, ce sont des compagnies privées qui en sont des grands consortiums, qui en sont les dépositaires, et qui après viennent vendre leurs services au pays. Et donc, vous voyez, en Afrique, il y a un tout petit câble qui traverse l'Afrique, mais derrière, c'est des États, il y a un câble. Et derrière ça, les câbles, les grands propriétaires des câbles, sans surprise, ce sont les grands groupes, ce qu'on appelle les GAFAM, les grands groupes américains, parce que derrière, eh ben, c'est Amazon, c'est... Vous voulez acheter ? Eh ben, la communication, pour l'achat, elle passe par les câbles. Derrière, ce sont les fameux data centers, toutes les données qui sont enregistrées et qu'on va retrouver essentiellement aux États-Unis et en Europe. Alors, voilà cette géopolitique des câbles qui est un élément essentiel du commerce aujourd'hui et qui passe par la mer avec, bien entendu, des enjeux géopolitiques que vous voyez. Donc j'ai pris des informations issues de la presse ouverte. À droite, vous avez un navire qui s'appelle le Yantar, qui est un navire russe qui opère très régulièrement dans le monde entier, qui a des robots sous-marins et dont on le sait qu'il passe beaucoup de temps au-dessus de beaucoup de câbles. Voilà. On ne sait pas toujours ce qu'il fait. Est-ce que c'est pour capter des données? Est-ce que c'est éventuellement pour prépositionner jusqu'à des charges militaires le jour où il faudrait, honnêtement, et enfin, je ne peux même pas m'abriter derrière le secret défense, je n'en sais rien. On peut imaginer beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que dans nos approches maritimes, avec l'OTAN, on regarde ça de très près. Donc cette publication que j'ai affichée là,
c'est une publication de la marine britannique, parce que le Yantar était positionné entre l'Irlande et le Royaume-Uni, et qu'il a opéré pendant plusieurs semaines au-dessus de câbles. Et donc finalement, c'est la marine britannique qui l'a fait partir, alors même qu'il était dans les eaux internationales. Et bien entendu, autre sujet qui n'est pas un sujet d'un câble sous-marin, qui est le sujet d'un pipeline, qui est bien sûr Nord Stream, et là qui montre bien sûr tout ce qui peut se passer avec des enjeux, bien sûr, là pour le coup d'approvisionnement, et en l'occurrence à l'époque c'était l'approvisionnement de l'Europe. Voilà. Aujourd'hui, les hypothèses qui ont plus cours seraient que ce soit une attaque des Ukrainiens. Est-ce que c'est une attaque des Russes eux-mêmes on n'en sait rien. Toujours est-il qu'il y a quelqu'un qui a été capable, à 80 mètres de profondeur, pas très loin des côtes européennes, de mettre des charges qui ont complètement arrêté ce pipeline. Voilà, alors en faisant ça, je ne fais pas trop de changement climatique, je vous parle d'enjeux géopolitique sur les flux. Je pense que sur le sujet des câbles et des pipelines, les sujets du changement climatique, je dirais, interviennent au second ordre. Vous voyez, je vous ai parlé des data centers, je vous ai parlé du commerce, tout ça, effectivement, ce sont des flux qui nécessitent une énergie absolument phénoménale, dans une économie qui cherche à se décarboner, avec tous les enjeux. Je sais que Jean-Marc Jancovici vient de sortir une étude sur l'IA et la consommation, donc on peut se poser des questions, mais voilà, bon, je dirais que c'est pas un enjeu au premier ordre. Après, on peut se dire que tous ces câbliers vont être soumis à une complexité d'une mer plus souvent démontée avec l'occurrence des événements climatiques. Bon, est-ce que pour autant ça empêchera les navires câbliers de poser des câbles? Franchement, je ne pense pas. Voilà. Mais je voulais vous le citer parce que quand on parle d'enjeux géopolitiques, eh bien, c'est quand même un sujet majeur. Voilà, deuxième sujet que je voulais aborder bien entendu avec vous, quand on regarde cette planète bleue, bien sûr c'est un espace de ressources, avec la question qui est vraiment une question éminemment structurante pour aujourd'hui. Est-ce que ces ressources sont illimitées? Est-ce que ces ressources, n'importe qui peut y accéder au mépris de toutes les règles? Et en gros, est-ce que c'est le plus fort qui va prendre le poisson là où il est? Quels sont les rapports des puissances par rapport à cela? Et puis, bien entendu, au-delà de la ressource en pêche et des ressources des fonds marins, ressources minières, avec ce qu'on appelle le deep sea mining, il y a aussi tout un tas d'enjeux sur les ressources, parce que, eh bien, on peut imaginer que le vent et les champs éoliens, en fait, qui vont se retrouver en mer, constituent eux également une forme de ressource qui n'est pas directement liée à la mer, même s'il y a il y a des hydroliennes aussi avec des énergies marines renouvelables, mais c'est un sujet que, en tout cas, l'océan peut nous apporter. Et puis, bien entendu, cet espace de richesse, c'est aussi un espace culturel, avec la filière touristique qui est extrêmement importante. Alors, petit focus bien sûr sur la pêche. Là aussi, quelques chiffres, mais très rapides, ce n'est pas l'objectif. Je l'avais mis dans les premières slides. Vous savez, 3,5 milliards d'habitants dans le monde sont nourris avec une alimentation dont quasiment la moitié vient essentiellement de la mer. Enfin, l'alimentation, on ne le mesure peut-être pas, nous, dans nos sociétés occidentales développées, mais notamment au large de l'Afrique, mais historiquement aussi en Asie, la dépendance alimentaire d'un certain nombre de pays à la ressource halieutique est cruciale, est vraiment cruciale. Et on estime que 20% de la ressource halieutique est prélevé de manière irrégulière. Soit capté par des gens qui vont dans des eaux où ils n'ont pas le droit d'aller, on évoquera ce point après, soit tout simplement pillé parce que la ressource là. Quand on parle de pêche irrégulière, c'est-à-dire c'est des gens qui vont pêcher dans des quotas qui n'ont pas été permis ou au-delà des quotas autorisés. Quand on parle de pêche illégale, on parle de gens qui vont vraiment piller de la ressource à un endroit où ils n'ont pas le droit d'aller. Voilà. Et en revanche, cette ressource, elle se renouvelle
entre guillemets, pas mal, c'est-à-dire que les inquiétudes sur un assèchement, une disparition de cette ressource ne sont pas complètement attestées, mais en revanche, il y a des évolutions majeures liées au changement climatique et donc à l'acidification des océans. Je pense que vous avez des exposés là-dessus liés donc, à la captation du CO2 dans les océans qui accentuent leur acidification, donc qui font évoluer de manière complètement, pour le coup, imprévisible la biodiversité et les effets de température. Et notamment, les effets de température, on pense qu'ils vont avoir pour... c'est déjà documenté, les grandes ressources en poissons, notamment au large de l'Afrique, on voit que les poissons commencent à migrer un peu plus vers le nord. L'enjeu de ce qu'on appelle la pêche INN, c'est-à-dire la pêche illégale, non réglementée et irrégulière, au large de l'Afrique, est un enjeu géopolitique majeur pour l'Afrique, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un continent dont l'alimentation dépend essentiellement de l'Afrique, mais dont, ça ne vous a pas échappé, la population augmentée à un rythme phénoménal. Donc la dépendance et la survie quasiment alimentaire de ces populations est quasiment en jeu, avec des États qui n'ont pas les moyens notamment maritimes, pour faire appliquer le droit, c'est-à-dire préserver cette ressource du pillage. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs notamment que la marine française accompagne les États riverains de la côte du golfe de Guinée sur ces sujets-là. Actuellement, on a une campagne en cours avec un PHA dans le golfe de Guinée, avec une trentaine d'officiers des différents États riverains du golfe de Guinée, avec qui c'est une forme de campagne itinérante où ils ont tout un tas de cours, de formation, pour après être capables eux-mêmes de déployer ces compétences. Voilà pour la pêche, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais je m'en tiens là. Bien sûr, le deuxième sujet de cet espace de ressources illimité, point d'interrogation, vous l'avez compris, c'est bien sûr toutes les ressources des fonds des mers. Je ne reviens pas sur les ressources pétrolières, prouvées, non prouvées, dont vous savez que pour beaucoup, on va en trouver d'énormes réserves dans l'Arctique, mais peut-être pour faire un focus plus particulier sur les ressources minières. En fait, on connaît très mal les fonds marins. On sait que c'est un véritable océan de ressources. On imagine notamment que plein de métaux rares peuvent s'y trouver, enfin, on le sait, jusqu'à des profondeurs gigantesques. Aujourd'hui, la criticité des approvisionnements n'est pas telle que ces sujets-là dépassent le sujet, je dirais, de la réflexion universitaire. Mais bien sûr pose des questions majeures. Est-ce qu'on doit aller piller les océans, le fond des mers? Est-ce qu'on doit l'exploiter dans des techniques qui seront forcément destructrices? Donc ça, c'est des vraies questions qui sont devant nous. Et puis bien entendu, quelle réglementation dans quels espaces? Voilà, j'ai délibérément écarté le sujet du pétrole, on pourra y revenir si vous voulez, mais voilà, vous savez qu'il y a des forages profonds. La question de l'évaluation des ressources fait débat, même si on nous prédit que pour 2050, on n'aura plus de ressources. Je suis personnellement peut-être un peu dubitatif. Et donc, la question qui est posée pour ces ressources-là par rapport aux enjeux du réchauffement climatique, pour moi, puisque le réchauffement climatique a pour cause, je dirais, nos modes de consommation, l'accès à la ressource, la question c'est quelle régulation on fait de cet accès à la ressource. Et ça m'amène, je pense que ce deuxième enjeu des ressources, si vous voulez, c'est probablement l'enjeu le plus fort aujourd'hui dans le monde fracturé dans lequel on est. C'est que je pense qu'il y a vraiment un enjeu collectif. On dit que c'est le global common, c'est un bien commun de l'humanité. Il y a probablement un devoir, une obligation de le protéger. Comment on fait ? Alors ça, non, j'ai appuyé sur ce bouton-là, c'est celui-là. Alors, ça nous amène à la troisième vision que l'on peut avoir des océans, qui est une vision bien sûr beaucoup plus juridique. Dans l'image irénique que j'ai évoquée en introduction d'un monde de liberté, espace de connexion entre les peuples, échange culturel, et bien évidemment, la question c'est l'appropriation.
Cet espace qui a toujours été voulu comme un espace de liberté, conçu comme tel, je prends ma barque et je vole sur les eaux. À un moment donné, l'homme, les États se sont dit, attendez, ça, devant là, c'est à moi. Mais c'est à moi jusqu'où? Et c'est à moi comment? Parce que comme autant une frontière terrestre, on peut la délimiter, mettre, si on veut, des barrières, la surveiller. Et puis, quel est le droit de qui sur telle zone? Donc, pendant des années, les pays, les États ne se sont pas tellement posé la question je dirais, la définition de normes sur les mers. Et puis, il y avait une puissance maritime dominante qui était les Britanniques. Il y avait d'autres puissances qui étaient la puissance française et européenne notamment, qui avaient des flottes. Quand on se rencontrait et que l'un ou l'autre ne baissait pas son pavillon, on se tirait des boules de canon. Et puis voilà, les pêcheurs allaient pêcher au-delà de leur côte. Et puis c'était... Mais dans les années 80, notamment poussés par les États d'Amérique du Sud, la volonté de normer un peu cela, notamment parce que forcément il y avait des déséquilibres phénoménaux entre ceux qui avaient des côtes gigantesques, ceux qui n'en avaient pas, et donc l'idée de codifier un peu tout cela est arrivée, et c'est la fameuse Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, approuvée à Montego Bay en 1982, donc qui est plus connue sous le titre de Convention de Montego Bay. Et je pense que vous le savez, mais c'est quand même extrêmement intéressant de savoir que l'État qui est le plus souvent à rappeler les autres États à leurs obligations vis-à-vis de la Convention de Montego Bay est celui qui ne l'a jamais ratifiée et qui ne la ratifiera probablement jamais, que sont les États-Unis. Donc les États-Unis invoquent extrêmement régulièrement, et en particulier à l'encontre de la Chine, en mer de Chine méridionale, le droit de la mer, droit pour lesquels eux alors ils ne veulent pas l'appliquer, en tout cas ils ne veulent pas ratifier la Convention. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire le détail juridique en particulier parce que je n'ai pas toutes les compétences, mais je m'appuierai éventuellement sur celle d'un de mes camarades présents dans la salle, qui est l'adjoint du préfet maritime pour toutes ces affaires-là. Mais il est important peut-être de parler de 3 sujets. Le premier, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les eaux territoriales. Donc 12 nautiques, c'est des eaux sur lesquelles la souveraineté pleine et entière de l'État s'applique. Certains veulent l'étendre plus loin, certains disent « ok, ces eaux sont à moi », mais la souveraineté pleine d'un État, c'est les eaux territoriales. Ça n'empêche pas ce qu'on appelle le transit sans entrave, c'est-à-dire qu'on peut transiter dans les eaux territoriales pour peu que ça soit un transit direct et inoffensif s'agissant des flottes militaires. Le deuxième espace que l'on connaît bien, qui est l'espace de la ZEE, c'est probablement cet espace qui a la zone économique exclusive. C'est probablement cet espace qui a le plus d'enjeux aujourd'hui, puisque c'est cet espace qui s'étend jusqu'à 200 000 marins, 200 nautiques au large des côtes, et qui donne à l'État voisin l'exclusivité de l'exploitation de la colonne d'eau et du fond marin. Il n'a pas un pouvoir de souveraineté, si ce n'est celui de faire appliquer ce droit d'exploitation qui lui est seul. C'est-à-dire qu'un porte-avions peut se mettre dans une ZEE pour envoyer ses avions. En revanche, un chalutier chinois, au large du Sénégal, à 100 nautiques, le Sénégal a l'exclusivité de l'exploitation de la colonne d'eau. Alors après, on peut passer des accords bilatéraux, mais techniquement, alors... un point à préciser, que j'aurais peut-être dû préciser avant, c'est là où mes limites en droit s'expriment. Ce qui a été le principe de liberté de la navigation est donc limité par ces contraintes-là, mais vous savez qu'en fait, ce qui est reconnu en mer, c'est le pavillon. Ce qui compte, c'est le pavillon. Donc c'est le pavillon du navire. Ce n'est pas tellement la nationalité de l'armateur, ce n'est pas la cargaison, c'est le pavillon. Et c'est le droit de l'État du pavillon qui s'applique. Donc un armateur chinois qui arme des chalutiers chinois peut très bien avoir ses chalutiers immatriculés dans des États peu regardants sur le droit, et donc dans ce cas-là, c'est le droit de cet État-là qui s'applique. Donc la Chine, qui va venir piller un certain nombre de ressources avec
certains. Non, ça ne sera pas un bâtiment avec un pavillon chinois qui sera à l'extérieur. C'est le cas de la flotte fantôme russe, le fameux Bokharaï. On sait qu'il emmène du pétrole russe. Alors lui, c'était pire parce qu'il utilisait un pavillon béninois, mais il n'avait même pas le droit de le faire. Alors, d'où le fait qu'il ait été poursuivi par le tribunal de Brest. Voilà, donc la ZEE, zone majeure à protéger, à préserver, et sur laquelle peut s'exprimer notamment toutes les gestions de la biodiversité. La troisième zone, et j'en parle parce qu'elle est au cœur de nombreux enjeux, c'est que je vous ai dit que dans la ZEE, eh bien, l'État riverain avait le privilège de l'exploitation de la colonne d'eau, mais des fonds marins. La Convention de Montego Bay avait expressément prévu ce qu'on appelle l'extension du plateau continental. Alors, le plateau continental, c'est le fond marin qui est sous la ZEE. Eh bien, il est prévu, sous certaines conditions, et si les États en font la demande, d'étendre jusqu'à 350 nautiques, quasiment une fois, on rajoute 150 nautiques aux 200 nautiques. Et là, l'État riverain a le privilège de l'exploitation des ressources sur le fond, et non pas sur la colonne d'eau. Et quand je fais référence à ce que je disais tout à l'heure par rapport à toutes les ressources au fond de la mer et les enjeux de captation, eh bien, ils sont majeurs. La Russie, en Arctique, cherche à étendre le plateau continental jusqu'à 350 nautiques. Alors évidemment, vous avez vu, c'est rond, donc en fait, il y a quand même pas mal de monde autour, donc ils ne vont pas se faire un canal jusqu'au Canada. Mais néanmoins, derrière les enjeux de ressources, il y a des enjeux liés à cette convention de Montego Bay et notamment l'extension du plateau continental. Alors, vous devez savoir que la France a activé cette possibilité d'étendre son plateau continental dans un certain nombre de zones, notamment en océan Indien. Voilà, j'avance juste pour vous dire que, alors quel impact du changement climatique sur ce sujet-là. Vous avez vu, là aussi, il n'est pas au premier ordre puisqu'on est sur des sujets juridiques, mais quand même, si on veut protéger cette ressource, si on veut lui assurer une durée de vie, eh bien, il y a des enjeux majeurs autour de la régulation par le droit. La Convention de Montego Bay prévoit notamment, explicitement, les enjeux de préservation de la biodiversité. Il y a un grand traité qui s'appelle BBN. Je vais pas pouvoir vous le citer de mémoire comme ça, mais je vais vous le dire puisque je l'ai noté, sauf si mon camarade m'aide tout de suite. BBNJ, voilà, le traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale. Voilà, c'est dit. Ça, en anglais, ça fait BBNJ, Beyond National Jurisdiction, Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity. Alors, et donc ça, c'est un sujet c'est des sujets sur lesquels la France est assez en pointe. Et donc, évidemment, on est sur de la régulation internationale. Dans le contexte que je vous ai cité actuellement, c'est pas très en vogue. Néanmoins, les enjeux me semblent majeurs derrière ce BBNJ. Voilà. Et autre sujet extrêmement intéressant sur les conséquences du changement climatique sur toutes ces affaires-là, quand vous avez 12 nautiques autour d'un territoire qui vous appartient, auquel vous ajoutez 200 nautiques de zones économiques exclusives, et éventuellement 350 nautiques pour les fonds marins. N'importe quel petit caillou émergé au-delà de l'océan vous donne un espace de souveraineté phénoménal. C'est ça qui fait, vous savez, que la France a le deuxième espace maritime mondial avec quasiment 11 millions de kilomètres carrés. Mais quand tous ces petits îlots émergent à quelques mètres au-dessus de la surface, vous imaginez bien qu'à un moment donné, le réchauffement climatique va avoir un impact direct sur la taille de certaines ZEE. Et ça c'est un enjeu absolument majeur. Parce que, évidemment, les ZEE sont cette possibilité de ressources absolument phénoménale, qui peut être pillée, comme j'ai dit, mais qui est quand même aussi un enjeu de souveraineté. Alors. Allez, quatrième approche géopolitique, celle bien sûr de la puissance navale. La mer, l'océan, évidemment, c'est un lieu pour affirmer la puissance navale et la puissance maritime.
Alors vous avez ici, en tonnage, les principales flottes, et c'est assez intéressant parce que derrière, vous avez bien des logiques impériales. Quand vous regardez les anciens empires ou les nouveaux empires, vous avez les flottes. Quand vous regardez les membres du Conseil de sécurité des Nations, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez quasiment les 5 premiers. C'est les chiffres de 2019. Donc la Chine est passée devant la Russie. Aujourd'hui, on estime qu'elle est à 1,2 million de tonnes en flotte navale. Donc c'est la deuxième puissance navale. La Chine est passée devant la Russie. Vous avez les 5 puissances nucléaires du Conseil des Nations de sécurité, donc États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni, France. Là aussi, avec le Japon, ça s'équilibre. Et des puissances navales historiques. Et quand vous calquez ces espaces-là, ces puissances navales avec les espaces qu'elles sont susceptibles de contrôler et leurs espaces maritimes, vous avez globalement les plus grandes puissances maritimes d'aujourd'hui. Et je ne reprendrai pas ma citation de Sir Raleigh, mais je me permets peut-être 2 observations pour parler très rapidement de stratégie navale, ou en tout cas de puissance navale. Qu'est-ce que c'est que maîtriser les océans? Je vous ai dit, est-ce que maîtriser les océans, c'est tenir tous les carreaux de mer de la ZEE? Est-ce que c'est tenir les détroits? Est-ce que c'est bloquer les ports? Est-ce que c'est maîtriser des flux? Être présent sur tous les océans? Être capable d'agir? Est-ce que c'est protéger sa flotte? C'est toutes les questions qui ont traversé toutes les stratégies navales, des blocus continentaux aux stratégies des loups de Dönitz et de la bataille de l'Atlantique, et qui n'ont pas de réponse univoque, vous l'imaginez bien, puisqu'elle dépend du point où on le veut appuyer. Néanmoins, il me semble qu'il y a 2 données très structurantes pour aujourd'hui qui sont quasiment antagonistes. La première, et vous l'avez vu avec l'accès des ressources, avec le contrôle des détroits, avec les besoins d'approvisionnement, aujourd'hui, une puissance maritime, c'est la compétition pour le contrôle des espaces maritimes. Donc c'est ce qu'on peut appeler la territorialisation de la mer. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. On va vouloir à la fois utiliser le droit qui existe pour se l'approprier pour soi-même, et donc essayer de s'approprier la mer et s'en donner les moyens par la puissance navale. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième grande ligne antagoniste, c'est privilégier coûte que coûte la liberté de navigation. Et notamment les États, et en tout cas les États partis, y compris les États partis à la Convention de Montego Bay, voudront toujours permettre la liberté de navigation. Et iront en particulier affirmer leur puissance navale à l'intérieur des 12 nautiques et des ZEE, en appliquant le droit international qui est celui du transit sans entrave, qui est dire pas un transit agressif, mais qui est j'ai le droit de naviguer sur la mer, y compris dans vos espaces, et je le fais. C'est ce qui se passe en mer de Chine méridionale. Et pourquoi c'est important? Et là, je me permets une remarque de sous-marinier. Notre pays, la France, la clé de voûte de sa défense nationale, c'est ce qu'on appelle la stratégie de dissuasion nucléaire. Elle est permise, notamment, par l'une des composantes qui est celle opérée par les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui, depuis 1972, patrouillent sous les mers. Là, actuellement, un de mes camarades sous-mariniers est en mer, prêt à appuyer sur le bouton si le président de la République le lui demande. Et c'est le fait qu'il soit prêt à le faire que cette menace qu'il fait peser, cette dissuasion nucléaire, est la garantie ultime des intérêts vitaux de la France. Alors, c'est posé comme ça dans la stratégie française. Vous imaginez bien que sur une mer territorialisée où on aurait dit que chaque carreau appartient à Pierre, Paul ou Jacques, même si le sous-marin est l'outil le plus discret qui existe au monde, et ça je vous garantis, c'est encore le cas pour un certain nombre d'années, le principe de la liberté d'accès aux mers et de la navigation est un principe totalement essentiel pour exprimer la puissance navale et permettre la liberté de nos forces, évidemment pour les sous-marins, mais aussi par exemple pour nos porte-avions.
deux principes antagonistes. Un principe de compétition pour s'approprier un certain nombre de territoires dans la limite de la liberté de la navigation. Alors, si vous avez des questions sur les détails des puissances, c'est assez intéressant. Cette photo, quand même, vous voyez, hein, c'est des sous-marins chinois. C'est une photo qui a été prise il y a moins de 10 ans. Aujourd'hui, la Chine rattrape complètement, et son objectif est de rattraper les États-Unis par la puissance navale. Donc, vous savez que les Américains, vous savez, non, il y a 11 porte-avions américains, ils en ont à 3 chinois. Je pense que quand les Chinois auront 11 porte-avions, il y aura un moment intéressant dans le monde. Enfin, intéressant. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, juste, je fais focus sur 2 zones parce que ça montre voilà, tout ce que j'ai pu vous dire avant sur les ressources, sur la territorialisation de la mer, sur les grandes données stratégiques. Eh bien, je vous fais un focus, bien sûr, sur la mer de Chine méridionale. Je pense que c'est vraiment ce point d'application de tout ce que j'ai pu vous dire actuellement. Donc là, on sort de la planète bleue, des grands espaces, on se focus uniquement là-dessus. Donc, je vous l'ai dit, 80%, il n'y a plus de piles. Bon. 80% du trafic maritime passe par le détroit de Malacca, vous voyez, dans le quart bas à gauche de la diapo, et va vers les ports. La Chine, contrairement à la France, la Russie et les États-Unis, n'a pas d'espace maritime. Ils ont très très peu d'espace maritime. À part les 12 nautiques, il leur manque cette profondeur stratégique que j'ai évoquée tout à l'heure. Et ils sont en train d'avoir des SNLE prêts à faire des patrouilles permanentes. Pour avoir un SNLE en patrouille, je vous l'ai dit, il faut un tout petit peu de profondeur stratégique. La seule profondeur stratégique que peut avoir la Chine pour la mer, c'est la mer de Chine méridionale. Ou sinon, ils sont tout de suite obligés de sortir par des détroits. Alors, vous voyez, je vous ai parlé des grands détroits jusqu'à maintenant, des détroits du commerce, mais si on regarde les aspects beaucoup plus techniques, ces détroits-là, on ne les franchit pas comme ça. Notamment, toutes les eaux de Philippines sont des eaux dites archipélagiques, il n'y a pas de fond. Un sous-marin, il ne sort pas par là. Donc, on le verra sortir. Donc, la Chine a besoin stratégiquement que la mer de Chine méridionale soit à elle. Voilà, c'est tout. Et elle en a besoin. Alors, et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je vous ai parlé des petits îlots. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image-là, mais voilà, donc ça, on est sur les spratlets, les paracels. Je ne vous refais pas toute l'histoire des colliers de perles et en tout cas des... voilà. Mais la territorialisation, donc ça c'est la première grande tendance, territorialisation de la mer de Chine, elle est à l'œuvre. La Chine veut s'approprier cela. Et la deuxième grande tendance, c'est pourquoi? Pour avoir un espace de liberté à elle qu'elle n'a pas actuellement, que les autres lui contestent, nous également. Et donc, nous allons naviguer dans ces eaux-là pour montrer que, contrairement à ce que dit la Chine, ce ne sont pas des eaux intérieures de la Chine, c'est des espaces de régulation internationale. Voilà. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils utilisent leur flotte de pêche. Vous voyez, au-dessus, là, c'est la flotte de pêche chinoise qui va enserrer complètement les petites flottes de pêche des autres États limitrophes de Malaisie ou de Philippines. Quand vous avez 2000 pêcheurs chinois qui arrivent, ce n'est pas des navires militaires, mais c'est juste des gens qui, parce qu'ils sont nombreux, et c'est pas un pauvre Coast Guard philippin qui va. Et c'est aussi bien sûr une affirmation de puissance. L'Arctique, on en a pas mal parlé. Juste pour vous dire, donc, je ne reviens pas sur l'aspect des passages du nord-est ou du nord-ouest, pour plutôt revenir sur ces aspects stratégiques de territorialisation. Là aussi, la dynamique de territorialisation est à l'œuvre, avec une Russie extrêmement en pointe. Mais il ne faut pas se leurrer, du côté canadien, c'est plus ou moins la même chose. Avec une petite rivalité avec Donald Trump. L'idée, alors je n'ai pas parlé des eaux archipélagiques, mais les eaux archipélagiques permettent de capter, de dire qu'entre deux îles, même s'il n'y a pas forcément 12 nautiques ou s'il y a plus de 12 nautiques, en fait c'est un espace commun. Et donc le Canada, pour le passage dit du nord-ouest, considère que l'ensemble se fera dans leurs eaux. Donc cette route du nord-ouest, elle est à eux. C'est nos alliés, on est moins... Mais techniquement, c'est aussi une dynamique de territorialisation qui est à l'œuvre ici. Je ne vous parle pas du Groenland, mais quand vous voyez cette carte-là, quand vous voyez tout ce que j'ai pu vous dire sur l'extension du plateau continental,
vous comprenez largement pourquoi Donald Trump s'y intéresse avec un intérêt marqué. Et avec aussi le fait que, vous savez, plus on se rapproche du pôle, plus les missiles balistiques peuvent arroser l'ensemble de l'hémisphère nord. Voilà, et donc bien sûr, pour la Russie, ce passage du nord-est est assuré grâce à des grands brise-glaces nucléaires comme celui que vous avez en photo ici. Alors, j'ai fini pour les grands, je dirais, les grandes tendances. Je vous fais juste un petit focus sur des petits points qui sont peut-être des points intéressants et en tout cas qui intéressent le sous-marinier que je suis. Quand on regarde non plus les aspects géopolitiques, mais les impacts très concrets du changement climatique au-delà des aspects stratégiques que j'ai évoqués. Le premier aspect, bien entendu, c'est celui du dérèglement climatique, de l'augmentation des phénomènes extrêmes. Si on le regarde d'un strict point de vue des effets stratégiques et de l'impact pour les armées notamment, eh bien c'est la capacité à avoir des navires capables d'opérer dans ces conditions-là. Et donc tous nos petits bateaux, notre petite batellerie, dans quelle mesure elle sera capable d'intervenir là? Donc est-ce qu'il va falloir faire des bâtiments plus résistants? Ce sont des vraies questions. L'autre question, bien entendu, et on l'a vu avec le cyclone Chido à La Réunion, c'est bien la capacité de projection à la fois aérienne de l'armée de l'air et de l'espace, mais également maritime, qui permet de porter secours aux populations. Il est évident que quand tout est dévasté, c'est un truisme lié, on fait appel à l'armée. Mais donc, en quoi la marine notamment, mais les armées, sont en mesure de réagir à ces désastres qui pourraient se multiplier et concerner nos populations. Je n'ai pas parlé, bien entendu, de la conséquence sur les éventuels phénomènes migratoires. J'ai parlé des flottes de pêche qui remontaient. Évidemment, à la fois le recul du trait de côte, à la fois les zones qui ne deviendraient plus habitées ou assujetties à des climats auraient des impacts majeurs sur les populations. L'augmentation du brigandage et de la piraterie avec ses volets maritimes. Et donc, grande tendance à l'œuvre sur laquelle il faut qu'on se prépare. Et puis, pour l'anecdote, parce que je suis sous-marinier, que j'ai moi-même navigué dans le Gulf Stream, je sais que vous avez une conférence sur ce sujet-là, vous l'avez peut-être déjà eu, je ne sais pas. Moi-même, j'ai beaucoup aimé le livre d'Éric Orsena sur le portrait du Gulf Stream, où un sous-marinier a le droit à son petit paragraphe, c'est l'amiral Forissier, qui raconte une affaire de Phéniciens, mais ça, je pourrais vous en parler après, si vous voulez. Non, la question qui se pose, c'est est-ce que le réchauffement de la mer va rendre les sous-marins indétectables? Eh bien, des études disent oui. Voilà. Parce que, alors là, attention, affaire de l'acoustique sous-marine, le son se propage dans l'eau en conséquence d'un régime de Descartes qui est celui de la température de la mer. Voilà. Donc la température de la mer incline ou pas les rayons sonores et agit sur leur propagation. Là, ce n'est pas énergétique, c'est géométrique. Et donc c'est de la géométrie. Et après, il y a l'énergie qui vient. Plus on met d'énergie dans l'impulsion sonore, dans le sonar, plus évidemment on va les voir loin. Il se trouve qu'avec l'augmentation, notamment de la température de surface, eh bien vous allez avoir des eaux en surface extrêmement chaudes, avec des eaux sur les 100 premiers mètres qui vont, on va perdre jusqu'à 10 degrés. Et en fait, cet effet d'un sonar qui émettrait du son depuis la surface sur, alors je vous fais pour les scientifiques la température, mais en fait le son, il plonge. Et donc dans toute cette zone-là, le son ne passe pas, c'est physique. On peut mettre de l'énergie dans le sonar, ça ne passera pas. Alors après, il y a des phénomènes de réflexion sur le fond, c'est un peu ce qui est montré là. Alors voilà, bon. Je le dis parce que c'est un peu cocasse, mais j'ai lu des études extrêmement précises là-dessus. Alors, en France, on a longtemps réglé ce problème-là parce que nos frégates ont ce qu'on appelle un sonar remorqué. Et donc, elles sont capables de remorquer jusqu'à 300, 400 mètres, voire 600 mètres de profondeur le sonar qui émet du son. Donc, on s'affranchit si on prend de cet effet-là, sauf qu'on ne va insonifier qu'un canal qui laissera aussi cette période là-dessus. Le sous-marinier. Les sous-mariniers ont encore de beaux jours devant eux.
J'en suis heureux. Voilà, allez. Bon, les enjeux maritimes de la France, j'en ai parlé au travers de mon propos, mais vous le savez, il est bon de le rappeler quand même. La France est vraiment extrêmement riche, bien sûr, de ses outre-mer, mais aussi, évidemment, du territoire maritime qu'elle lui offre. Là aussi, acquis par l'histoire. Hein, ici à Brest, on est fiers de dire que Bougainville et les grands explorateurs sont partis de Brest jusque extrêmement loin. Voilà, et donc la richesse de notre mer, elle est aussi celle, bien sûr, de notre territoire maritime, elle est aussi celle de certains de nos armateurs, de la pêche. Voilà, le secteur de la pêche est extrêmement fort en France, vous le savez. Aujourd'hui, l'éolien en mer va être un secteur qui va aussi développer des opportunités, mais aussi des enjeux de régulation. Et bien entendu, pour tous ces espaces, pour tous ces sujets, pour une France qui se veut une puissance maritime mondiale, capable d'opérer sur toutes les mers du monde, et donc de protéger, surveiller ces espaces, à la fois les protéger pour ses propres ressources, mais aussi les protéger parce que c'est un bien commun de l'humanité, eh bien, elle s'adosse sur une marine nationale. Je vous laisserai me poser la question de savoir si les moyens sont suffisants pour toutes ces missions. Je vous dirais que la stricte suffisance est assurée, que bien entendu, en avoir plus, ça nous permettrait d'opérer plus. Vous avez compris aussi que la stratégie maritime qui consiste à mettre dans chaque carreau de l'océan une frégate n'est pas une stratégie qui est durable sur le long terme, en tout cas. Donc il faut aller là-dedans, mais on pourra échanger là-dessus après si vous le souhaitez. Voilà, j'en termine là. Cette carte, qui bien sûr n'est pas de moi, qui est du Centre d'études stratégiques de la marine, elle est le condensé, je crois, de tout ce que j'ai pu vous dire auparavant. Elle montre à la fois, bien sûr, ces routes maritimes, nœuds stratégiques et détroits essentiels où tout se passe, des zones de pêche, des zones de trafics illicites, des États, détenteurs ou pas d'un pouvoir nucléaire qui leur donne un regard particulier sur les espaces maritimes et leurs contestations. Et donc, ce que je vous disais au début, en disant que la mer, les océans étaient un espace géopolitique par essence, parce qu'il était le condensé de tout ce qui se passait dans le monde d'aujourd'hui, bien cette carte s'en veut la synthèse. Et bien sûr, les enjeux climatiques viennent les percuter de plein fouet, soit pour amplifier certaines dynamiques, je pense que je l'ai démontré, mais aussi probablement parce que la mer est un espace de diversité, de richesse qu'il nous convient, qu'il nous appartient de protéger et pour lesquels je pense que les puissances navales ont également ce devoir. Voilà, j'en ai fini et bien sûr je suis à votre disposition pour les questions. Un petit cocorico. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup pour ce brillant exposé. Alors, la question, même si c'est encore marginal, est-ce que le recul du trait de côte entraîne automatiquement un retrait des limites d'eau territoriale, etc. Alors, pour ce qui est des retraits, juridiquement, oui. Puisque, alors si on reprend l'image, on parle de la ligne de base, hein, c'est ça. Là, donc la ligne de base, c'est en gros quelque part entre la basse mer, voilà. Enfin, la ligne à partir de laquelle on calcule les 12 nautiques, c'est ce qu'on a, vous voyez, c'est ce trait rouge qui n'est pas exactement le trait de côte, mais qui est entre la basse mer et le trait de côte. Voilà, donc c'est quelque part sur le sable. Bon, vraiment, je caricature, et les experts vous diront plus. Donc, mécaniquement, cette ligne de base, elle sera amenée à évoluer. Et évidemment, dans les zones pour lesquelles je dirais le trait de côte est le plus bas, avec des impacts les plus importants. Donc effectivement, quand on regarde certaines projections dans les années 2100, dans les scénarios les pires du GIEC, eh bien, toutes les zones, les deltas notamment, se retrouvent envahies. Moi qui ai une maison dans le golfe du Morbihan, je suis content d'être un petit peu en hauteur, parce que voilà, ces zones-là sont directement concernées. Mais
je pense, pour le coup, si on se place d'un strict point de vue géopolitique, l'impact, je pense, le plus important, parce que vous voyez, quand on parle de 200 nautiques, un 200 nautiques, c'est 350 km, c'est quand même très très loin. Donc, le trait de côte, s'il recule d'1 kilomètre à certains endroits, ça n'aura pas un impact là-dessus. En revanche, je vous dis, les îlots émergés, là, oui, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'endroits, y compris dans notre ZEE, où on s'étend un peu. Et je ne vous ai pas parlé des zones, notamment dans les îles éparses, qui nous sont contestées. C'est-à-dire qu'on conteste même notre droit à le réclamer comme étant une ZEE à nous. Alors. Mais donc voilà, donc vous voyez, voilà, au premier ordre, je ne pense pas vraiment, mais sur la question des îlots, c'est vrai, et c'est d'ailleurs pour ça, la question serait de faire comme pour la Chine, de mettre des blocs de béton jusqu'à 10 mètres de haut, et là, comme ça, on garde... Exactement. Oui, monsieur. Si l'État envisage d'inonder nos côtes de offshore, est-ce que la grande muette a son mot à dire? Est-ce que c'est gênant pour la défense du territoire? Oui, c'est des questions majeures, effectivement, et vous les posez. Alors, je laisse votre appréciation sur l'inondation. Pour l'instant, l'ESTA a décidé effectivement de porter jusqu'à à peu près 50 gigawatts l'éolien en mer pour à peu près, là aussi je me tourne vers mon camarade, de l'ordre de 7 gigawatts installés actuellement sur des champs qui fonctionnent en Méditerranée, en Manche-Mer du Nord et en Atlantique. Donc, l'État, au travers de ses opérateurs étatiques, avant même de parler des opérateurs industriels, va gérer effectivement les usages. Et donc c'est l'un des rôles qui est dévolu au préfet maritime de l'Atlantique conjointement avec les préfets de région. Donc le préfet de région Nouvelle-Aquitaine pour la partie, on va dire, du sud de l'Atlantique, et le préfet de région Pays de la Loire pour toute la pointe bretonne jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et donc il appartient à ces deux préfets de conjuguer ces usages. D'une part, l'injonction de l'État à dire trouvez-moi des endroits où on va installer des parcs, et les pêcheurs qui vont dire non mais attendez, moi j'ai besoin de pêcher à tel ou tel endroit, les plaisanciers un petit peu, mais ça se rappelle plutôt les riverains, on va dire, les associations environnementales, et effectivement le ministère des Armées, qui, vous l'avez compris, a besoin à la fois d'un accès aux espaces et ne pas être limité, y compris par son droit national, pour pouvoir opérer et en fait assurer la protection de nos concitoyens, mais également dans les airs, puisque effectivement ces ouvrages sont gigantesques. On parle, les débats en cours, vous le savez, sont sur des ouvrages qui font plus de 350 mètres de haut, et donc effectivement les radars qui protègent, qui nous permettent de détecter nos approches, sont impactés directement. Donc cette conciliation des usages, effectivement, elle se fait dans la concertation, bien entendu, mais à un moment donné, l'État doit décider. Et donc l'État décide. Donc, je laisserai l'administrateur général des affaires maritimes, Elie, ici, qui est l'adjoint du préfet maritime pour ces sujets-là, éventuellement me dire si je dis des bêtises ou compléter utilement ce que j'ai à dire. Je confirme et j'approuve. Merci Cyril pour ce résumé. La conciliation des usages. La conciliation des usages est absolument indispensable, et effectivement, lorsque l'État réfléchit à développer des énergies marines renouvelables, une des premières questions qui se pose, c'est la compatibilité avec les enjeux de souveraineté. Au titre de la défense nationale, sur les enjeux que Cyril de Jorias vient de rappeler, c'est un élément socle sur lequel on lance la réflexion qui peut ensuite évoluer vers des conciliations d'usage avec les acteurs économiques. Dans un second temps, la question de souveraineté est en compte immédiatement. Oui. Et c'est vraiment l'intérêt, et c'est un sujet que j'ai moins développé parce que je vous ai dit que je peux vous donner, alors je fais un pas de côté, mais donc ici on parle, on me dit je suis l'adjoint du préfet maritime. En fait, l'adjoint du préfet maritime, c'est l'administrateur général des affaires maritimes, Elie, parce que lui, il est compétent sur le domaine de l'action de l'État en mer, qui est une chaîne régalienne par essence, qui relève du Premier ministre. Mais il se trouve que, en droit français depuis Napoléon, le préfet maritime est un officier de marine, un amiral. Et donc, il y a 3 préfets maritimes en France métropolitaine, à Cherbourg, à Brest et à Toulon, pour tous les espaces
qui sont, je dirais, métropolitains. Dans les Outre-mer, il y a un délégué du gouvernement qui exerce les mêmes prérogatives et qui est en général le haut-commissaire, pour faire simple. Donc, ces 3 préfets maritimes, qui eux sont des officiers, des amiraux, il se trouve qu'ils ont aussi une autre casquette, c'est-à-dire qu'ils sont commandants de la zone maritime qui leur est dévolue. Donc ici, à Brest, le commandant de la zone maritime atlantique, c'est la même personne, et lui, pour le coup, c'est le chef militaire de toutes les unités militaires qui opèrent en Atlantique. Quels appareils de Brest ou qu'elles viennent de Toulon. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un porte-hélicoptère, il vient de Toulon, il est dans le golfe de Guinée, il fait des opérations en golfe de Guinée, y compris de trafic de drogue, et il le fait sous le commandement d'ici. Et c'est là où, effectivement, cette prise en compte des enjeux de souveraineté par le préfet maritime lui demande de faire une petite schizophrénie néanmoins, mais il n'est en tout cas pas besoin d'être briefé sur les enjeux de souveraineté. Oui, monsieur. Pardon. Merci encore pour votre exposé. Comment se passe la coopération de la marine française au sein de l'OTAN? Alors, je vais vous dire, elle se passe très bien. Non, mais elle se passe bien. Alors, en fait, vous savez que l'OTAN, déjà, c'est une organisation politique. Et donc, ce que l'on envoie depuis toujours, et notamment depuis que le général de Gaulle est sorti de l'OTAN, comme on dit, en fait, il est sorti du commandement intégré de l'OTAN, mais il n'est pas sorti, la France n'est pas sortie de l'OTAN, elle est toujours partie à ce traité, eh bien, c'est que c'est vraiment cet échelon politique pour lesquels la France est représentée par des diplomates. En revanche, l'échelon opérationnel, c'est l'échelon militaire qui, lui, n'a jamais cessé de fonctionner, quelles que soient les injonctions politiques. Moi, qui suis rentré dans la marine dans les années 90, au moment où il n'était pas bon du tout de parler de l'OTAN, je rappelle jusqu'à dire qu'une sortie sur 2 que j'effectuais, c'était avec l'OTAN. Mais voilà, les flottes de l'Atlantique comme les flottes de la Méditerranée sont intégrées dans les flottes de l'OTAN. Alors, effectivement, le sujet qu'on a toujours eu en France, effectivement, c'est, vous savez qu'on est quand même très soucieux de notre souveraineté d'appréciation et de décision. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre dissuasion nucléaire nous permet d'affirmer cette souveraineté, a fait que on n'a pas toujours dans l'histoire été très friand d'être complètement sous le commandement plein et complet intégré d'un chef militaire fût-il britannique, non qui nous dirait va à droite, va à gauche, fais ci, fais ça. Voilà. Mais ça, toutes les nations le font. Mais aujourd'hui, pour le coup, ce temps est passé et la France met toutes ses flottes complètement sous le commandement de l'OTAN. Il y a certains sujets de souveraineté liés à la dissuasion nucléaire où là, ça reste entre nous. Voilà. Mais en fait, ce que permet l'OTAN, et ce qui est absolument formidable, et je pense qu'il n'y a pas d'autre alliance militaire qui le permet, c'est que c'est un outil d'intégration militaire qui est absolument remarquable. Alors ça a son pendant, vous savez, le président de la République a dit on veut bien l'article 5, mais on ne veut pas l'article F-35, puisqu'à partir du moment où vous parlez d'intégration, vous parlez d'interopérabilité. Donc ce que permet l'OTAN, c'est que toutes les flottes alliées puissent s'intégrer à un navire britannique, danois, américain, croise un autre navire de l'OTAN, ils savent se parler, ils savent se connecter sur les réseaux, partager leur image radar, tout ça parce qu'on a les mêmes fréquences radio, les mêmes clés de chiffrement, et voilà, on sait se parler. Et vous imaginez bien que l'intérêt de certains, c'est de dire le meilleur moyen de faire l'interopérabilité, c'est l'uniformisation, donc tout le monde achète le même avion, et puis ça tombe bien, il est américain. Voilà. Donc ça, c'est le mauvais pendant de l'interopérabilité, mais le bon pendant, c'est qu'aujourd'hui, l'OTAN est la seule alliance militaire qui est hautement interopérable. Oui, madame. C'est une question qui peut paraître un petit peu lunaire au vu des enjeux, mais je vais la poser quand même. Est-ce qu'il y a des pistes dans la marine pour décarboner les activités le mieux qu'on peut?
Mais écoutez, je vous remercie. Il se trouve que vendredi dernier, j'étais à l'UBO avec Jean-Marc Jancovici pour une table ronde sur ce sujet-là. Donc je suis très à l'aise. Voilà. Évidemment, mais c'est comme pour tous les sujets. Je ne vais pas écouter la conférence, je vais écouter que la conclusion. Mais en fait, on est à la fois, enfin, on va dire dans les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on a un grand désir de protéger la planète, de faire mieux, mais néanmoins, ce qu'il incombe aux forces armées, sous couvert de l'État, c'est d'assurer la défense de tous ces enjeux-là. Et donc, de fait, on ne va pas arrêter de faire tourner nos avions, nos bateaux, parce que derrière, l'État nous impose, enfin, nous demande, enfin, même pas que l'État, nos citoyens. Donc ça, une fois qu'on a posé ça, on n'a pas répondu à la question. Bon. Il est clair que l'efficacité opérationnelle va primer, et primera toujours. Mais, donc aujourd'hui, on fait des efforts, le ministère des Armées, parce que là c'est vraiment un sujet ministériel, fait des efforts énormes sur ce sujet-là, et j'ai aussi l'un de mes adjoints qui est ici et qui travaille à ça. Le ministère des Armées a publié son bilan carbone pour la première fois en 2010. En 2015, le ministère des Armées a conçu un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Défense et Climat, dont toutes les informations sont accessibles sur Internet. Et si c'est vraiment les sujets pour la partie défense vous intéressent, et le lien de la défense avec le climat, c'est un observatoire en partenariat avec l'IRIS et la DGRIS, la Direction Générale des Relations Internationales et la Stratégie, une des grandes directions générales du ministère des Armées. L'IRIS, c'est un think tank que vous devez connaître, et un institut de recherche, et donc qui s'est penché sur ces sujets-là. Et donc aujourd'hui, on travaille énormément à rendre nos bases militaires, et notamment les bases projetées, beaucoup plus autonomes. On travaille moi, je suis commandant de la base de défense, donc c'est moi qui paye toutes les factures d'électricité de la base. Je peux vous dire que, allez, on a fait notre bilan carbone, on est à moins 20% en émissions de gaz à effet de serre depuis 2017. Voilà, et ça, je sais le documenter. Voilà. On a notre plan de changement de toutes nos vieilles chaudières. Voilà. Donc on s'investit, je dirais, comme n'importe quelle entreprise sur ce sujet-là pour toutes nos infrastructures terrestres. Le ministère des Armées est le plus grand propriétaire terrien de l'État. C'est-à-dire qu'on a 25% du patrimoine domanial de l'État, ce qui est énorme. Donc on se doit d'être exemplaire et on met tout en place comme stratégie pour le faire. Voilà. Donc ça, c'est la partie, je dirais, infrastructure terrestre. Après, il y a le sujet, effectivement, la consommation de nos navires. Eh bien, donc on en parlait lors de la table ronde avec Jean-Marc Jancovici. Je peux vous dire qu'on en parle beaucoup avec notre industriel préféré, qui est Naval Group, qui est celui qui construit nos bateaux. Et donc, on travaille déjà au biocarburant, à la réduction des gaz à effet de serre sur nos bateaux. Et cocorico de la Marine nationale française, depuis les années 1970, nos quais, nos pontons sont électrifiés. Donc l'ensemble du commerce, je vous ai parlé 90% du commerce mondial, l'ensemble de ces énormes navires, quand ils sont à quai, ils continuent à faire fonctionner leur diesel pour leur propre alimentation électrique. Alors, certains ports commencent à s'équiper d'alimentation par le quai, mais ce n'est que le début. Pour le coup, nous, depuis les années 70, le bateau, quand il est à quai, comme le voilier au Catway, on le branche. Avec d'autres enjeux, hein, parce que les frégates multimissions, qui sont des grandes frégates, elles ont besoin de courants haute tension, elles sont plus énergivores. Donc, il y a aussi cette ambivalence, c'est que nos nouvelles frégates sont beaucoup plus consommatrices d'électricité. Voilà, donc... Et bien sûr, je garde le meilleur pour la fin. J'ai été commandant de sous-marin nucléaire et les mêmes images que l'on peut faire sur la production nucléaire du parc électrique français, eh bien, on l'a fait sur nos navires. Nos capital ships, nos bateaux les plus importants et les plus stratégiques que sont les sous-marins et les porte-avions sont propulsés par des engins nucléaires. Donc en fait, on a déjà, je dirais, une production de carbone qui est extrêmement réduite par cela. Voilà, j'espère avoir été complet. Oui, monsieur, pardon. Non, c'est moi qui l'ai. Je vous laisse. Moi, très sérieusement, j'ai une demande à faire au préfet maritime. Ah, un besoin d'immatriculation de votre... J'encourage fortement les préfets maritimes à faire valoir les impacts très négatifs des éoliennes en mer pour la sécurité militaire. Et ce serait une très bonne façon de régler le problème de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui nous emmerde profondément. Alors, je le conçois et je vois très bien ce que vous voulez dire. Et j'ai pris bonne note. Bon, alors ça, c'est la première, comment s'appelle, la première espace maritime du monde
Ce sont les États-Unis. Les États-Unis? Oui. À cause des îles Pacifiques? Oui, et puis déjà, ils ont un trait de côte qui est gigantesque. Et est-ce que j'ai une carte là-dessus? Le Canada est pas très loin, mais je pense que c'est moins. Enfin, je sais que c'est moins. C'est Russie et États-Unis, les premiers. Où est-ce qu'elle est ma carte? Ah, c'est peut-être là. Nous, on est les deuxièmes. 11 millions. En fait, je vous ai parlé, alors moi j'adore les cartes. Ici, évidemment, cette carte, c'est donc ce qu'on appelle une projection Mercator, et donc elle augmente artificiellement les distances au pôle. Donc voilà, c'est pas réaliste des véritables distances. Mais j'imagine que quelqu'un est sur Google, là, et va me répondre. Pardon, je vous prie de m'excuser. Question à propos du futur porte-avions. Ouais. Dans l'industrie nucléaire, on a un problème de maintien des compétences. Le Charles de Gaulle a été conçu dans les années 80. Donc le PNG est prévu être construit dans les années 2030 au mieux pour les optimistes. Si vous connaissez la propulsion nucléaire, sachez que le pressuriseur est déjà en train de cours de fabrication. Il y a des opérations lancées, mais quand même, il y a eu un gap de temps entre les deux. Oui, non, mais je vois votre question. Oui. Dans le fait que l'industrie française va réussir. Bon, c'est vrai qu'il y a eu les SNLE, les SNA, mais je pense que c'est un autre type de matériel. Alors, oui et non. Non, mais alors, évidemment, je suis très, très à l'aise avec cette question, puisque pour le coup, c'est vraiment mon domaine et de prédilection et de compétence. Et puis, en plus, c'est un sujet qu'on a bien suivi au SGDSN. Donc, la filière nucléaire, de ce qu'on appelle la propulsion navale. En fait, il y a vraiment deux filières distinctes, qui est la filière des CNPE, donc des réacteurs de production électrique, et il y a ce qu'on appelle la propulsion navale, qui a été bien sûr développée en parallèle au début, mais qui a son existence propre et qui a une entreprise propre qui est Technicatom. Technicatom est tellement compétente dans ce domaine-là, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas faire des bêtises, attention, je vous dis pas, mais dans ce segment-là, qu'au moment où on a commencé à vouloir développer les Small Modular Reactors, le seul qui sait faire des SMR, c'est Technicatom. La preuve, on a mis sur les sous-marins d'attaque type Ruby en 1980. La chaufferie compacte, un SNA de type Ruby, hein, c'est un bateau qui fait 7 mètres de diamètre. Donc le réacteur avec le générateur de vapeur qui est au-dessus, c'est maximum 6 mètres de haut. Et ça, c'est un réacteur qui a été développé dans les années 70 et intégré dans les années 80. Bon, eh bien, au moment des SMR, on s'est dit « Ah, bah, Technicatom sait faire », mais l'État, via le SGDSN, a dit ça, c'est les bijoux de la couronne. Hein. Parce que une fois qu'on sait mettre un petit réacteur dans un sous-marin, alors il faut savoir construire un sous-marin, il faut savoir faire un réacteur, mais c'est ultra proliférant. Donc on a préservé notre Technicatom de cela. Et voilà, c'est une petite digression sur les SMR. Et donc, en fait, Technicatom travaille directement avec la direction des applications militaires, la DAM du CEA, qui est la division qui est au sein du CEA traite à la fois de l'arme nucléaire, mais également de la propulsion navale. Et donc, ces compétences-là, effectivement, elles ont été entretenues. Et de fait, les différentes chaufferies sont des dérivés d'un concept qui est globalement le même. Donc, la première chaufferie qui a été faite, donc, celle dont je vous ai parlé, qui s'appelle la chaufferie K48, qui était sur les Ruby. Le deuxième étape qui a été franchie, c'est la chaufferie qui s'appelle K15 pour 150 MW électriques de produits, qui est celle qui est développée sur les SNLE, qui est celle qu'on a mis sur le Charles de Gaulle, et qui est, je dirais, le cœur sur lequel sera mis le Charles de Gaulle. Elle fera quasiment 220 MW. Donc, on va y arriver. Après, le Suffren, qui est un autre sous-marin d'attaque qui a remplacé les types Ruby, sur lesquels on a mis une chaufferie dérivée de la K15, a eu 3 ans de retard parce que les industriels avaient de fait perdu des compétences d'intégration. En revanche, la divergence du réacteur s'est bien passée. Mais l'intégration
de la chaufferie sur le sous-marin nous a fait perdre 3 ans sur le premier de série. Donc c'est bien ça l'enjeu, c'est comment on fait rentrer une chaufferie dans un porte-avions. Et là, on repose moins sur Technicatom qu'effectivement sur des industriels comme Naval Group et la manière dont Naval Group va interagir avec Technicatom. Et derrière ça, l'enjeu, il est RH également pour nous, c'est-à-dire avoir des opérateurs capables d'exploiter ces chaufferies-là et de les former. Donc vous avez, enfin, votre question est particulièrement pertinente. Je pense qu'elle est moins cruciale que dans certains segments de l'industrie où on aurait perdu toutes les compétences. Oui, je suis désolé, je suis long dans mes réponses en plus. On va s'arrêter là. Je voudrais vraiment remercier Emina pour cette excellente présentation. Merci à vous. C'est un plaisir d'échanger avec vous.